il était de l'IRSM avant que l'IRSM existe. Donc, on peut voir sur la photo ici du département de recherche clinique de l'Hôtel-Dieu de Montréal, qui est dans le fond le précurseur de l'Institut. Donc, est-ce que vous l'avez reconnu? Il m'a dit dans son email, je suis le nerd à côté, à droite du docteur Genet. Donc, et puis il était ici au tout début, en 1967. Il a dirigé le groupe de recherche sur les hyperlipidémies et l'artérosclérose pendant 41 ans, ici à l'IRSM, jusqu'en 2008. Il a aussi été directeur de la recherche clinique à l'IRSM de 1985 à 2001. Et puis, juste une dernière photo ici en 1994 avec son mentor, le fondateur de l'IRSM, Dr. Genet, à la soirée bénéfice, donc le précurseur du souper annuel. Donc, j'inviterai le Dr. Davignon à venir prendre place à l'avant pour présider la première session. Merci. Merci Mathieu. Vraiment tout le temps de revoir ces vidéos. Ça me rappelle de grands souvenirs. J'ai l'impression d'être un meuble. Grâce au Dr. Moroy qui m'a vraiment gardé pendant 50 ans. C'est un plaisir. Il me fait plaisir de vous présenter nos panélistes. D'abord, le Dr. Ganten, directeur de l'hôpital universitaire de Charité de Berlin, fondateur de World Health Summit. Il a obtenu son doctorat sous la direction du Dr. Jacques Genet, senior en 1973. Je vais en profiter aussi pour présenter le deuxième, le Dr. Philippe Crel, ancien directeur du département de biochimie de l'Université de Montréal. Il est également fondateur d'Enoblia Pharmaceutique. Il est membre du conseil d'administration du RCN. Il a terminé en 1979 un stage post de la direction. Bonjour tout le monde. J'ai vu dans les films que mon français est un peu rouillé. Alors je vais continuer en anglais si vous voulez. And just to say it's a real great pleasure to be back here in Montreal. I've been in this auditorium for some time, but the chairs are new, and I hope everybody buys one of the new chairs. Let me start off very personally. I came back here for the regional meeting of the World Health Summit a few months ago, and I saw that my wife, Ursula, and myself are here in the Hall of Fame, in the entrance hall of the Clinical Research Institute, and I was very proud, of course, to see that. We have spent a wonderful time. This was in the very beginning of the Clinical Research Institute. We arrived in 1969. Everything was new. I was in the laboratory of Roger Boucher, but that was probably the closest to Jacques Genet on renin-angiotensin aldosterone studies. And the first thing we delivered, my wife delivered, was a young Canadian, actually produced in Germany, but after 2 months in the Hôpital Maisonneuve, everything was organized by Jacques Genet and was fantastic. We didn't know anything about the country and insurance systems and so on. He organized it and was just smooth, and little Tom was very happy. And because everything went so smoothly, we had another one exactly 1 year after. The first one was 28th of August, 69. The other one was 29th of August, 70. So very productive time. And in addition to all the joys and pleasures and the wonderful atmosphere, of course, the scientific standards here were extremely high. And I had just arrived. We have heard about the Stauffer Prize, which at that time was kind of the Nobel Prize for cardiovascular research. In Cleveland at that time, which was one of the top meetings for cardiovascular research, and Jacques Genet received the prize, and there was a little reception afterwards here in the institute, and we were told, the young fellows,
what is to be expected of somebody who is working here in this place. By the way, we immigrated to Canada. My wife wanted to stay in Canada. She didn't want to go back. But then we got an offer by Franz Groß, who was one of the Stauffer Prize winners in Heidelberg, and he made me an offer in '73, which we couldn't resist, so we went back. But Canada is still our second home, and Montreal is our city. And we actually came back, and was wonderful. 4 years ago, we were with our whole family, Tom and Ted, and their children, and we had a tour through Canada, and with Estelle and Jacques and Michel and Tariq, we had a wonderful dinner, and Jacques was very happy, and was a wonderful evening. So the topic, I was told, I didn't know anything about the renin-angiotensin system when I arrived in Montreal, was told to study the renin-angiotensin system. Don't be afraid, I'm not going into any details. But this was kind of the type of research being done at that time in the late 60s, early 70s, and the other years. Go into depth in pathways on how the body functions, how the systems function, and how they influence body function and health and disease. And one of my major contributions here in Montreal was that angiotensin, of course, is and still is a circulating hormone. We hope we discovered, that it was also being produced in the brain, in the vasculature, and in other tissues, the so-called extrarenal renin-angiotensin system. And being very naive, I looked at some journals which accepted small papers with just a few tables, and I was very happy that my first papers were accepted in Science and in Nature. These were my first 2 papers in my scientific career. I didn't really know what it meant, but it made my career. But the type of research all of us did at that time is go into depth into systems. And then, of course, genetics, genomics developed, and we participated in it here in Montreal, we in Heidelberg. And this is the type of scheme which developed, which now describes, some kind of esoteric way, the system of molecular medicine. We know the genes, we know the genome, we know the phenotype, and relate the phenotype to the genotype. And there are various pathways in between, which kind of make the system a little more interesting. There are many, many things coming up. Of course, very interesting one is epigenetics. I'm sure, I'm not really aware, but I'm sure, hopefully, Tariq, somebody studying epigenetics here, which develops as one of the new great areas, I think, in molecular medicine, much more important than we anticipated some time ago. And of course, the microbiome and many other topics. So this is the system as it exists at the present time, and people study and try to make good sense out of it for prevention and therapy diagnosis of diseases. One aspect which I already had interested in when I was in Montreal was the fact that the renin-angiotensin system was a very old system. There were some Japanese, especially Japanese, Professor Sukabe and others, who discovered that the system is present in fish and in very early old animals. So I got interested in the question, why do these systems exist? Not how do they function, but why do they exist? And that is the question, of course, of evolution of systems. And this is actually my hobby at the present time. The science, Darwin, as you all know, hopefully, has created a hypothesis on the origin of species. This was a hypothesis for 150 years. Now, since the last 5 years, we can study every part of evolution from Archaebacteria 3.8 billion years ago to fishes, amphibia, reptilia, primates, till Homo sapiens. And we know the more important the system is, the older it is. The cells actually function
very much similar in our body as we are sitting here as in Archaebacteria. The principles are still the same. All the major organs, the cardiovascular system, the nervous system, the musculoskeletal system, are extremely old in multicellular organisms and fishes. They already exist in various ways, slightly different, but with respect to the brain, I'm not so sure how well the brain has developed since 500 million years ago till now, if you look at the function of some of the brains of some of the people of what we call Homo sapiens. But this is a completely new view on biology and on man and how we understand health and disease. Rather than asking a person, how are you, why did you come, and investigating the family history, which sometimes can be very long if it's well documented, but we can ask back into the biology of the system. If somebody has certain diseases, we may, by asking back into the history, have some new clues on why these diseases occurred, why we get sick. And one of the ideas of this new concept of integrating evolutionary aspects of the new science of molecular evolution into modern medicine shows us that our biology is extremely old, 3.5 billion years old, okay? But we are living in a circumstance which is completely different from what these mechanisms, from these organs, from these systems have been made for, okay? And this discrepancy of the old biology and the way we live in our modern civilization, sitting in this wonderful audience for 3-4 hours, not moving around, is not what we have been made for. And this is, a gentle example of our behavior. And this discrepancy creates about 85%, sometimes 90% of the diseases why patients come to their doctors. These are metabolic diseases. These are diseases of the musculoskeletal systems. These are mental diseases. If I go out here in Montreal, I feel scared for one reason or another, and I just run away, or I shout. I'm sure somebody will pick me up, bring me to the Hotel Dieu and say, something wrong with this guy. Okay, so this discrepancy is important. So we have to understand our civilization, and we have to understand our biology in the light of evolution. And this is the topic and the idea of evolutionary medicine. There are some very simple examples. And one example is we are made to eat whenever there's something to eat, because in evolution, scarcity is the normal situation. We are taught, and our biology is made in a way that if there's sugar for fast energy supply, eat sugar. If there's fat available, eat fat. First of all, it tastes well, and secondly, it's good for energy reserves. Okay, these are the evolutionary, that's the evolutionary heritage, which is firmly wired. Now with industrial nutrition offered to us in all the department stores, this is kind of converted into one of the major diseases: obesity, metabolic diseases, diabetes, and so on. And this is progressing. Okay, this is just one simple example. There are many, many other examples at the molecular level where we can study that, and hypertension is one of these diseases. If we accept that, then we will have to integrate in our thinking of health and disease. First, of course, the biology, and everything we can know about biology, please investigate. But at the same time, we have to integrate the environment we are living in. And this environment can be physical, social, cultural, and economical in many other ways. Extremely complex, okay? And how is our biology
kind of coping with the environment by the way we react, by the way we live, by our lifestyle. And our lifestyle is heavily influenced, hopefully, some of the people in Canada, everybody, well-educated country, by education, by our lifestyle, and with respect to health and disease, it's nutrition and physical activity and exercise. Okay, so these are some very basic ideas, but we have to always consider all the whole field of biology, the whole complex field of environment and behavior if we want to understand health and disease. And because this is so complex, you can cope with it as a medical doctor in various ways. You can do it by intuition. Dr. Jacques Genet was a person who had extremely strong and well-directed intuition just by his experience. So intuition is nothing you should neglect. It's extremely important. I have the feeling, you know, this could be good. This should be the way to go. On the other hand, abstraction and detailed analysis then leads to formula. And the health formula of molecular evolutionary medicine is health is a function. It's not a parameter of, it's not equal. It's a function of our biology, our environment we live in, and the behavior, the lifestyle we live in. And if you have this in mind, you will never forget, and you will never be kind of overcome by the complexity of problems a patient presents or an unhealthy population presents with respect to the challenges for better health in the future. Now, in this Hall of Fame, I also saw this sign, which I'm sure Dr. Genet had told us when we came here as fellows, but I was reading it again. La formation et la recherche pour la vie, puisse la formation suivie à l'IRSM vous conduire à vos rêves et vous aider à atteindre les plus hauts sommets. So I've always tried to live up to the expectations of Dr. Genet. And I thought, why not create a summit, un sommet mondial de la santé? And this we actually organized when I was head of the Charité, which is the university system in Berlin. At the 300-year anniversary, there was a famous doctor, well, different times, Rudolf Virchow. Some people may have heard his name. He was one of the great, great physicians, philosophers, politicians in Germany, bringing German science into a modern world in 1850, 150, 200 years ago. So, you know, following this tradition, we created a World Health Summit, and we knew that just science is not enough to improve health. You need the industry. It's easily said, but also in this country, especially in our country, collaboration of academia with industry is always, you always have to be very careful to maintain independence in all these aspects. You need politics, whatever kind of politics, as long as it is transparent and they are open to new ideas, and you need civil society. So this is a unique selling point of this World Health Summit, that academia takes responsibility and takes the initiative, but with the industry, with private sector, with politics, with civil society, try to improve health. And because just one university system cannot do that, we created a so-called M8 Alliance. And I'm very happy that Université de Montréal and the Clinical Research Institute with Elaine and Tarek are members of this M8 Alliance, which is a very strong academic network of now 25 leading centers of clinical research around the world. The last ones were Tehran and Istanbul. So explicitly, we take academic health centers into the group which are dedicated to transparent, open academic research and want to take responsibility for global health, but also may have some political difficulties within the country. We will have to support
this academic freedom by including them into these groups. And the name of AIM8 came by the fact that Chancellor Merkel was organizing the G8 summit in 2007 in Heiligendamm. And she asked the National Academy in Germany, Leopoldina, and other academies, what should we include as topics, important topics on the agenda of the G8 heads of state meetings? And we said, topics of the future, and topics of the future are determined by science. If it's in Germany, it has to be humanitarian science. And what better can you do than put health at the top? That's what she did. But then, as you know, the circus of the G8, G7 summits go around the world, and with every country, the agenda is slightly different. And so she encouraged us to organize this M8 Alliance. And since the G5, G7, G8 originated from the friendship of Giscard d'Estaing in France, Helmut Schmidt in Germany, and actually Pierre Elliott Trudeau in Canada. They were very good friends, these three people. They were kind of congenial world leaders. So we included, unfortunately, not the Canadian Prime Minister, but the French President and the President of the European Commission as patrons of this meeting. And since this time, health, and you may have noticed at the last G20 summit in Berlin, in Hamburg, health was one of the important topics: antimicrobial resistance, universal health coverage, and others. How can we improve global health? And these were the ones where everybody agreed. Even Trump and others wrote some additional remarks in a way supporting the system. The other ones were, as you also may remember, a little bit more controversial. So we can achieve something, we can set the agenda, we can influence the agenda, and we can improve global health by going beyond just looking at certain pathways, the renin-angiotensin system or whatever, looking at small molecules. We have to go beyond the science to really improve health, and that is what we do. And now we have the system, it's wonderfully working. We have one yearly meeting, traditionally in Berlin in October, and we have regional meetings always in the countries of the international presidents, and this year in May with Hélène and Tarek here in Montreal, which was a wonderful meeting, and I think was a great stimulus to go forward. The next meeting will be in Coimbra in Portugal. Actually, this fall, you're all cordially invited, October 15 to 17 in Berlin. And the following regional meeting will probably be in Tehran. And we hope to be able to go along with peaceful politics and come all to this country. Finally, let me say what else I have learned. I have seen, when I came in 1969, the institute was ready, but I saw the expansions and I saw the important influence of Dr. Jacques Genet and the institute in promoting, as was also shown in the film, promoting science in Quebec. There was a unique chance in Germany when I came from Heidelberg to Berlin in 1989 with German reunification. There were two cities, East and West. There was a wall. This is actually the Charité, and this is the wall, right? This is a little canal, and this is the wall, and this is Charité. And everything had to be reorganized. The East was disappearing. The West was, well, I won't say what it was, but was not the optimal situation. And everything could be organized. And of course, we were living, and I learned in Berlin the great value of tradition. As you may recall, in 1850, when basic sciences were introduced into medicine, there was Robert Koch, Paul Ehrlich, Emil von Behring, many others, the first Nobel Prize winners from 1901 came to Berlin. Great tradition. So on the basis of this tradition, we reorganized the whole complete university system in Berlin. The East Berlin Medical Faculty of the Humboldt University, West Berlin Medical Faculty of the Free University were merged. I was happy to be the merging director
was not easy, but I learned a lot, and it was successful. And now we have a system which is, well, developing, I think, in a wonderful way. There is one life science community in Berlin. The major university life science group, of course, is the Charité as the university system with education and patients. We have about 3,000 beds, the biggest hospital in Germany, which was not so easy because everybody wants to decrease university hospitals because some people say it's too expensive. If you do it the right way, they economize money, as we always say. We have the Max Delbrück Center, which is a national research center in East Berlin, which is the follow-up institute of a major biomedical research complex of the East German Academy of Sciences. And we have a Berlin Institute of Health, which is an umbrella organization. And this is something I've learned here in Montreal and on the American continent. This Berlin Institute of Health has been initiated by private funds. We don't have the tradition of private money flowing into academic institutions because everybody says they get enough money from the taxpayer. This is major private funding by the Charité Foundation, and they create the umbrella. And we are very happy that this interaction between Montreal and well, all the members of the M8 Alliance is kind of stimulating us to go a joint way. Of course, do detailed studies in the laboratories. That is important, that's the basis, and that's what we need. But we have to think beyond. What can we do for the people? Academia does have to take responsibility for the major problems in the world. Who else? Especially if it concerns health. And that is the global health community, the M8 Alliance, the World Health Summit, and we are very happy to join forces with you, and I'm so happy to be here. Thank you very much. Question and discussion will be at the end of this session. Okay. Ça me m'approche. Je me débrouille très bien avec la télécommande de la télé, mais j'ai besoin de petite explication pour celle-ci. Il y a trop de boutons. Ça, c'est le pointeur. OK. Ça, c'est pour avancer. Très bien. Ça, c'est pas ça. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je suis vraiment très honoré d'avoir été choisi parmi les speakers, les présentateurs aujourd'hui. Ce que je voudrais suivre, je suis quelqu'un qui suit les ordres d'une façon remarquable. On m'a demandé de parler de mon expérience à l'IRCM et comment ça s'était, quel impact ça avait eu dans ma vie professionnelle. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire avec les trois chapitres qu'on m'a demandé de développer. Je vous laisse juger évidemment du succès que je rencontre ou de... Donc, l'IRCM et moi. Alors, peut-être, c'est le moment, hein, quand on fait un 50e anniversaire, de revenir sur quelques considérations historiques. C'était aussi une des commandes de Jacques Ferron. Donc, ma petite histoire, elle commence à Liège, Lüttich, dans ce qui était à l'époque la troisième puissance sidérurgique au monde, après l'Angleterre, la vallée de la Ruhr et la vallée de la Meuse. Le problème, c'est qu'à l'époque, c'était en déclin rapide. Je suis un produit de cette civilisation. Tous les gens qui m'ont précédé, tous mes ancêtres, étaient mineurs de fond. Ils descendaient dans la mine à 12 ans, et ils en sortaient à 50 ans pour mourir de silicose à 60 ans. Alors ça a été aussi un des éléments importants dans ma carrière. Je voulais faire quelque chose qui sorte de la tradition familiale,
je voulais aussi échapper au sentiment de fatalité qui caractérisait la région en perte de vitesse de façon extrêmement rapide. Et l'ambition principale des jeunes de mon âge, j'avais 20 ans à l'époque, c'était de profiter au maximum du social network, donc le safety net que les pays européens avaient développé depuis quelques années. C'était vraiment pas mon ambition. Oui, c'était tellement brillant la nuit, tous ces hauts fourneaux qui laissaient couler l'acier en fusion, que le surnom de Liège s'appelait la cité ardente. Et moi, j'habitais sur les hauteurs et on n'avait pas la télévision à l'époque. Alors, à l'époque, c'était un spectacle en soi de monter sur la colline, enfin, j'habitais de l'autre côté, et de regarder ce spectacle extraordinaire des hauts fourneaux qui commençaient à couler dans la vallée. Au départ, je voulais faire des études de médecine, mais mon père m'a dit non, c'est beaucoup trop long et ça va coûter trop cher, donc oublie ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai décidé que je devais faire autre chose et j'ai commencé une licence en sciences chimiques à l'université de Liège. Le problème, c'est que la chimie à Liège était encore extrêmement marquée par le passé glorieux de la ville, mais en déclin, où on apprenait aux étudiants en chimie d'analyser des minerais de fer. Et alors, j'étais devenu un super spécialiste analytique du minerai de fer, et ma thèse, mon mémoire de licence, c'était une analyse des complexes entre les ions cadmium et le thiosulfate. Et ce n'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire, et en n'ayant pas eu le droit de rentrer en médecine, donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. En 68, c'était une époque extrêmement troublée, c'était la révolution en Europe, la révolution étudiante en Europe, le printemps de Prague, les chars russes en Tchécoslovaquie, l'assassinat de Martin Luther King et de Bobby Kennedy aux États-Unis, les émeutes à la Convention démocrate de Chicago. Et c'était pour moi aussi l'ébullition dans ma tête. Je me suis dit, il faut que je quitte tout ça, il faut que je fasse quelque chose. Et j'avais eu la chance de regarder à la télévision, on avait la télévision à l'époque, tout ce qui se passait à Montréal en 1967. Et j'étais très heureux de voir que l'histoire de cet institut magnifique débute aussi en 1967, l'année de l'Expo. Et je voyais à la télévision des images extraordinaires avec des films québécois, avec toutes les images qu'on avait de l'Expo 67, et cette ouverture que le Québec avait sur le monde à l'époque, ce qu'on appelait la Révolution tranquille qui se terminait en fait à cette époque-là. Et ça m'a énormément attiré. Je suis venu à Montréal en partie pour cette raison. Donc, en 68, j'émigre à Montréal pour faire un PhD en chimie à l'Université de Montréal. Et je fais une thèse de doctorat en 74 qui portait sur la réparation des cassures dans l'ADN. Et mon modèle du vivant à l'époque, c'était le bactériophage T7. C'était loin de mes aspirations originales. Alors, encore une fois, il fallut que je fasse un petit effort sur moi-même pour essayer de sortir de ce sillon-là. Il fallait que j'aille un petit peu plus loin, je pensais. Et j'ai rencontré en 75, Michel, je t'ai rencontré. Hein? On est allé luncher au coin de la rue des Pins et Saint-Laurent. Tu m'as raconté ta vie, tu m'as raconté l'histoire de l'Institut de Jacques Genet. J'étais très attiré et tu m'as dit que tu travaillais sur des peptides extraordinaires qui avaient une fonction opioïde. Ah, je me dis, là, il y a peut-être une chance de trouver quelque chose plus près de mes aspirations. Et à l'époque, on pouvait lire dans les journaux scientifiques, hein, pas dans Montréal Matin, des titres comme Human Beta Endorphin, the real opium of the people.
British Medical Journal, 1978. Le cerveau drogué, et ça c'est vraiment aussi un journal scientifique, notre cerveau produirait sa propre morphine. Research on endogenous opiates, celui-là il m'a vraiment marqué parce que c'était dans Science, par une journaliste qui s'appelait Gina Kolata, hein, qui écrit toujours d'ailleurs pour le New York Times maintenant. C'était fantastique. Alors, je ne pouvais pas mieux tomber pour sortir du sillon du bactériophage T7. Et c'est à l'époque aussi que Michel m'a expliqué ce que c'était que la théorie des pro-hormones. À ce moment-là, on ne savait absolument pas comment les protéines étaient sécrétées. Bon. Et donc, son hypothèse qu'il avait formulée quelques années, peut-être une dizaine d'années plus tôt, était que son hormone fétiche, qui était la bêta-lipotropine, était en fait le précurseur d'une autre hormone qui, à l'époque, était originalement la bêta-MSH. Mais quand les opioïdes endogènes sont sortis, on s'est aperçu que la bêta-lipotropine était la mère d'une hormone qui était bien plus sexy que la bêta-MSH, la bêta-endorphine, l'opiate. Et alors là, le coup de théâtre, c'est quand on s'est aperçu que la bêta-lipotropine était en fait synthétisée sous la forme d'un précurseur original qui contenait aussi la séquence de l'ACTH. Alors là, c'était vraiment le clou de l'histoire et ça posait la question, comment est-ce qu'un précurseur aussi compliqué s'organise pour être maturé dans les différents fragments qui sont responsables de l'activité biologique. Alors, vous avez tout de suite remarqué que c'était une consécration extraordinaire de l'hypothèse originale que Michel avait proposée sur le rôle des pro-hormones, mais en même temps, ça ouvrait la porte à toutes les découvertes qui ont suivi et qui sont le fruit de tous les travaux qui ont été initiés dans le laboratoire de Michel, mais qui ont été repris par Nabil Seda jusqu'à la découverte des pro-hormones et de leur rôle multifonctionnel dans toute une série et leur application dans toute une série de processus physiologiques et pathophysiologiques et donc de la cause de certaines maladies. Donc, tout ça était un milieu propice pour moi parce que là, je réalisais mes premiers, au moins, je commençais à réaliser mes rêves. Et je retrouve, comme tout à l'heure, cette mission de l'Institut de créer des rêves dans l'esprit des gens qui viennent faire leur éducation ici et pouvoir réaliser leurs rêves. Alors, donc, tout ça a été extrêmement intéressant et j'ai appris beaucoup de choses. D'abord, cette nouvelle molécule complexe, multiprécurseur, il fallait lui donner un nom. Alors, quand on s'appelle chrétien, on prend les choses reliées à un baptême très sérieusement. On ne va pas les... Excuse-moi, Michel. On ne va pas lésiner sur la quantité. Ça s'est appelé la pro-opio-mélanocortine. Et voilà comment se célébrait le baptême. Alors, probablement que vous avez... le barbu qui est là, ce n'est pas moi, mais le beau jeune homme ici avec les cheveux noirs, c'est Nabil. Et donc, c'est le modèle vivant du modèle de la pro-mélanocortine. Alors, qu'est-ce que ma contribution a été là-dedans? Ma contribution, c'était d'essayer de comprendre comment ce précurseur est découpé en fragments actifs. Et on a développé un système. Au début, c'était des études pulse-chase. On a incorporé un acide aminé radioactif pendant un pulse très court, et puis on regardait ce que ça devenait quand on chassait avec des quantités importantes d'acide aminé non radioactif. Et notre modèle, j'ai commencé à faire ça avec des tranches d'hypophyse de bœuf
que j'allais chercher à l'abattoir qui se trouvait Canada Packers, au bout de la rue Rachel. J'empruntais la voiture de l'Institut parce que je venais en autobus. Je mettais mes bottes et je pataugeais dans la cervelle de bœuf sous l'œil attendri des rabbins qui, eux, égorgeaient les animaux et qui laissaient l'hypophyse intacte parce que le modèle expérimental, c'était l'hypophyse. Alors, on revenait ici au laboratoire. Je revenais parce qu'il n'y a personne qui voulait aller avec moi. Et je découpais les hypophyses de bœuf au rasoir. On incubait ça avec des acides aminés. Ça ne marchait pas très bien parce que dans le trajet, il y avait beaucoup de tavernes sur le trajet, mais je ne m'arrêtais jamais. C'était quand même le plus vite possible. Je rentrais au laboratoire et le tissu était déjà endommagé. Ça ne marchait pas bien. Alors, on est passé à un système beaucoup plus puissant qui était le lobe intermédiaire de l'hypophyse de rat. C'est grand comme une tête d'épingle. Alors là, il fallait faire preuve de beaucoup d'imagination parce que ça ne produisait pas beaucoup de peptides. Le peptide était radioactif, mais il n'y en avait pas beaucoup. Alors, comment le caractériser? Alors là, j'ai eu l'idée de faire un séquençage des peptides radioactifs. Alors là, laissez-moi vous dire que c'était un défi parce que Nabil a résisté pendant quelques mois, je dirais, à ce que je mette des peptides radioactifs dans son séquenceur. Il dit, tu vas me contaminer tout. Donc, finalement, il s'est laissé convaincre et c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'on pouvait caractériser des quantités infinitésimales de peptides en développant une technique qu'on a appelée le microséquençage. Et ça a fait l'objet d'un papier dans PNAS. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de publier tout de suite dans Nature et Science comme vous l'avez fait. Mais PNAS, c'était pas mal, donc on était contents. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai appris au cours de à l'Institut? C'est aussi une commande que j'ai reçue, donc je livre. D'abord, moi, ce que j'ai, c'était cultiver des bactéries, les infecter avec du bactériophage T7 et je comptais des plaques de lyse. Ce n'était pas très fantastique, loin de mes aspirations. Mais là, j'ai eu une introduction magistrale à toute la pathophysiologie, l'endocrinologie moléculaire des hormones polypeptidiques. J'ai aussi commencé à faire des liens avec la clinique, parce qu'il y a toutes sortes de maladies qui, comme vous pouvez l'imaginer, sont liées à ce système-là. Et j'ai réalisé aussi l'importance des découvertes fortuites dans la carrière de quelqu'un. Et il y a un mot anglais que je ne connaissais pas à l'époque, qui est serendipity. Je n'ai pas encore trouvé une traduction française précise, mais je me suis dit c'est peut-être le côté shiny de la pièce qu'on lance en l'air et qui retombe parfois du bon côté. D'habitude, on focus sur le malheur que ça porte quand c'est tombé du mauvais bord. Mais il y a un beau côté, et le problème, c'est qu'il y a peu de gens qui savent comment exploiter des découvertes inattendues. Et j'ai trouvé en Michel un maître exceptionnel pour faire ce genre de travail. J'ai beaucoup appris de la façon dont on pouvait gérer une découverte inattendue et en faire finalement un projet de carrière et certainement un projet finançable par les organismes qui financent toujours la recherche qu'on fait. Et ça m'a porté à réaliser une chose, c'est que bien souvent, les organismes de recherche financent de la recherche prévisible, à tel point que on est tous conscients de ça. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui faites l'expérience et puis après rédigent l'application pour financer ce que vous avez déjà fait. Et c'est la façon la plus sûre pour avoir des fonds. Hein. Si vous pouvez fonctionner avec un petit coussin d'avance. Michel était champion là-dedans. Et donc, ça oblige de faire des gros efforts parce qu'il faut s'écarter des chemins battus. On ne sait pas où on s'en va, c'est fortuit. Bon. Donc, l'autre chose qu'il faut faire, c'est apprendre à penser en dehors de la boîte.
il y a un mot important là-dedans, c'est innovation. Si vous ne pensez pas en dehors de la boîte, il n'y a pas, par définition, il n'y a pas d'innovation. Donc, vous pouvez prendre un brevet sur vos découvertes. Donc, c'est extrêmement important. J'ai assimilé tout ça. Je n'ai pas pu les appliquer directement quand je suis passé prof à l'Université de Montréal, que je suis devenu directeur, bon, peu importe. Et j'ai toujours repensé à essayer de mettre en application ce que j'avais appris d'un Michel, d'un Nabil, Claude Lazure, Suzanne Benjanet, qui était une expérimentaliste extraordinaire, et bien d'autres, parce que quand il faut citer des noms, c'est très dangereux, ça, parce qu'on va oublier quelqu'un. Donc, j'ai la phase classique et beaucoup d'autres. Alors, j'ai fait des recherches prévisibles à l'Université de Montréal. Et à un moment donné, je me suis fatigué un peu. Je me suis dit, c'est temps de faire quelque chose d'autre. J'ai fondé une compagnie. Et je l'ai fondée, pas tout seul. C'est rare qu'on fonde une compagnie tout seul, avec un de mes collègues, Guy Boileau, qui est aussi quelqu'un qui est passé par le département, par le laboratoire de Michel Chrétien, et qui était imprégné de la même culture. Comment capitaliser sur les découvertes inattendues. Et on a développé dans cette compagnie qui s'appelait Nobia Pharma un produit, un médicament qui s'appelle l'asfotase alpha, qui est commercialisé sous le nom de Strensiq par Alexion, et qui est un produit, c'est la première thérapie de remplacement pour une maladie osseuse. Et on a en fait choisi une maladie rare qui est l'hypophosphatasie. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans l'auditoire qui savent ce que c'est, mais c'est une maladie qui résulte de mutations inactivantes dans le gène qui encode la phosphatase alcaline tissue non-spécifique. Donc, celle qu'on trouve dans le foie, dans le rein, en quantité importante, dans beaucoup d'autres tissus, mais aussi dans l'os. Et quand il n'y a pas de phosphatase alcaline ou pas assez de phosphatase alcaline, il y a une minéralisation qui est déficiente et les os sont mous. D'ailleurs, c'est une ostéomalacie chez le patient adulte, mais chez l'enfant, c'est aussi un rachitisme. Il y a un retard à la croissance, des déformités squelettiques importantes. Et personne, même si c'était criant, le besoin d'une thérapie de remplacement pour cette maladie-là était criant. Personne n'avait jamais encore pensé d'une façon sérieuse à développer une thérapie de remplacement enzymatique. Et donc, encore une fois, penser en dehors de la boîte et se dire on va essayer quelque chose que jamais personne n'a essayé, puis on va voir si ça marche ou pas. Alors ça ne marche pas avec des fonds publics. Il faut aller chercher le capital de risque qui est prêt à prendre le risque et qui, eux, ont développé un modèle pour faire de l'argent, même si vous échouez, parce qu'il y en a d'autres qui vont éventuellement arriver à quelque chose d'intéressant. Donc, on est arrivé. Alors, comment faire de la propriété intellectuelle, prendre une propriété intellectuelle sur l'enzyme? Moi, quand je suis arrivé comme auxiliaire d'enseignement au département de biochimie de l'Université de Montréal, la première chose qu'on m'a demandé de faire, c'est montre donc aux étudiants comment on extrait la phosphatase alcaline du foie et comment on mesure son activité enzymatique. C'est à peu près une des enzymes les mieux connues par les biochimistes. Comment aller chercher de la propriété intellectuelle là-dessus? Alors, on l'a un peu modifié. La phosphatase alcaline normale, elle est encodée par ce gène-là, elle est ancrée par cette protéine-là. Elle porte initialement une séquence GPI. Quand on s'est débarrassé, on a remplacé ça par quelque chose qui était intéressant. C'était le FC domaine de l'immunoglobuline IgG1 humaine. Ça prolonge la demi-vie en circulation. Et comme on voulait que ça aille à l'os, on a rajouté une séquence de polyaspartate qu'on avait identifiée comme ayant une affinité importante pour l'hydroxyapatite, qui est le minéral osseux. Et c'est ça qu'on a commencé à administrer à des patients. Alors, le premier patient qu'on a eu, c'est une petite fille de 8 mois qui est arrivée c'est rare la maladie, donc il faut aller chercher les patients là où ils sont. Et on est allé la chercher à
à Belfast. En fait, c'est le gouvernement anglais qui a affrété un avion pour l'amener à Winnipeg, où on commençait nos essais cliniques. Et cette petite fille allait mourir. Elle était incapable de respirer d'elle-même. Elle était incapable de bouger. Elle n'avait aucune force musculaire elle n'était pas capable de même soulever, à 8 mois, elle ne pouvait pas soulever ses bras en l'air. Elle était prostrée dans son lit, incapable de mouvement. Et on a commencé à la traiter après des débuts un peu palpitants. On ne savait pas si elle allait survivre ou pas. D'habitude, ces patients-là meurent avant l'espace d'un an, avant l'âge d'un an. Et finalement, ça s'est bien passé. Elle a commencé à marcher, elle a commencé à courir et on reçoit régulièrement. Elle va à l'école, elle fait du vélo, comme tous les enfants de son âge. Ça a continué. On a traité maintenant probablement plusieurs centaines de ces enfants-là, peut-être probablement un millier avec la commercialisation du produit. Le produit est approuvé en Europe, aux États-Unis. Il est approuvé au Japon, en Angleterre. Il est remboursé dans tous ces pays-là. Il est approuvé au Canada, mais il n'est pas remboursé au Canada. Donc, il n'y a aucun patient canadien qui bénéficie de cette molécule qui a été inventée au Canada. Donc, ça se continue. Et puis, on me dit souvent, ben oui, mais ça, c'est un cas typique ou atypique de quelque chose qui a vraiment bien marché. On a des stats, je ne vais pas passer mon temps, ça a été publié dans New England Journal of Medicine. Les stats sont là, les résultats du 6-minute walk test sont là, c'est hautement significatif. Les patients répondent remarquablement bien. Et pour vous montrer, parce que je ne vais pas vous montrer des statistiques, ce n'est pas l'idée ici, mais je vais vous montrer un autre cas qui est très proche de mon cœur, parce que je l'ai rencontrée. J'ai passé une soirée au restaurant dans un souper organisé par la fondation Softbone aux États-Unis. C'était à Seattle et j'ai rencontré Olivia. Elle n'était pas traitée à cette époque, Olivia. Elle était toute menue, timide, et puis on a parlé. Moi, j'avais des petits-enfants que j'avais emmenés à Disney World et il se fait qu'elle était allée visiter Disney World aussi. Donc, on avait un point commun. On a échangé. C'était magnifique. Donc, j'ai continué à m'intéresser à Olivia et puis on m'a envoyé ce vidéo où on voit Olivia non traitée qui va essayer de monter l'escalier. Et c'est pénible. Vous voyez ses jambes, hein? Elle n'a pas de force, elle a les jambes déformées. Après 3 mois de traitement, certaine audace. 9 mois de traitement, 12 mois de traitement. Je ne suis pas capable de faire ça. Alors, c'est quoi comment est-ce que je peux récapituler mes 40 ans de carrière en biochimie? Du bactériophage à Olivia, grâce à l'IRCM. Merci. On va, ouais, question, peut-être 1 ou 2 questions parce qu'on a un peu dépassé le temps. Puis, donc, je ne veux pas qu'on dépasse trop sur l'horaire de la prochaine session. Il y aurait une question, un commentaire. Donc, là, on doit revenir la pause à 50, donc dans 5 minutes. Donc, je vais donner 10 minutes de pause. D'accord? On revient à 55 pour la session du Dr. Chrétien. Merci à tous les panélistes présentateurs.